Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le tarot des abysses d'Anatourian. Donc c'est un tarot en anglais. Anatourian a réalisé plusieurs tarots, réalisés et illustrés. C'est elle qui s'occupe de tout. C'est sa vision à elle, on va dire dans toute sa complétude et sa cohérence, qui s'exprime à la fois de manière visuelle dans ses dessins et à la fois de manière plus intellectuelle dans ses interprétations. Donc c'est publié chez l'US Game System qui fait beaucoup de jeux de tarot intéressants dans des formats pratiques et de bonne qualité, enfin du moins tel que je le vois, tel que je l'ai expérimenté sur les jeux que j'ai achetés chez eux. On a un livret qui est petit mais qui est quand même très efficace. On a des interprétations assez complètes, intéressantes, qui apportent, je trouve, des éléments de lecture nouveaux, qui élargissent un petit peu l'esprit, l'approche qu'on peut avoir de chaque arcane. Euh, Elle a une approche intéressante des cartes de cours qui se suivent et qui racontent une histoire. Elles sont toutes précédées, ces cartes de cours, pour chaque suite, elles sont précédées d'une courte introduction à l'histoire justement qui va être racontée. Voilà, donc un livret vraiment efficace et qui apporte aussi une note d'originalité. Parce que ce jeu est quand même assez original, il est très intuitif, il est très beau. Artistiquement parlant, si c'est un point qui est important pour vous, et si vous êtes touché par cette patte, par ce trait de crayon, ça va apporter vraiment une dimension esthétique, mais aussi énergétique, en termes de sensibilité dans la lecture du tirage. C'est un vrai plus. Regardez, comme celle-ci est parlante, le 2 d'épée. La difficulté à prendre une décision, le temps d'arrêt en fait. Cette autrice, elle a un parcours intéressant, je trouve, dans la mesure où elle est familiarisée avec la divination depuis son plus jeune âge. Elle est roumaine, si ma mémoire est bonne, et dans sa famille, les femmes pratiquaient la divination. Pas seulement avec les cartes d'ailleurs. Et en ce qui concerne les cartes et le tarot, c'était une connaissance orale et empirique des cartes. Donc ça a été sa première expérience du tarot avant d'acquérir un Rider-Waite classique avec le livret explicatif, etc. Donc elle a une approche qui va être, je trouve, très complète en fait. Euh, à la fois traditionnelle et moderne, à la fois pragmatique et empirique, et à la fois beaucoup plus par moments symbolique ou poétique, de la même manière que son dessin est très poétique, avec ses personnages féminins échevelés, avec ses regards intenses. Euh, c'est un jeu très complet en fait. Qu'on souhaite faire un tirage plutôt psychologisant, plutôt pour explorer les profondeurs de notre être ou des subtilités relationnelles, ou qu'on souhaite plutôt faire un tirage divinatoire, euh, ça, les cartes conviennent bien pour ces usages-là. Moi, je l'utilise plutôt dans un objectif psychologique, psychique, une approche psychique. Donc, je peux témoigner de l'efficacité des cartes dans ce domaine-là. Pour ce qui est du prédictif et du divinatoire, un petit peu moins. Mais en tout cas, ne serait-ce que dans les interprétations qu'elle propose dans le livret, on a des pistes. Si vous débutez en tarot, ça peut être un jeu intéressant en réalité, même si ça s'éloigne de l'imagerie traditionnelle du Rider-Waite. Les interprétations qui sont faites des arcanes sont quand même des interprétations classiques. Le livret, je crois, comporte quelques pistes si vous débutez.
Là, typiquement, on a des petits résumés concernant chaque suite, chaque élément, euh, chaque élément tel qu'il est relié à la suite, ce qu'il implique en termes de symbolique et de signification. Elle a pas mal écrit sur les cartes de course, ce qui est intéressant parce que c'est pas les plus faciles, je trouve, à interpréter. Elle donne les signes astrologiques qui vont correspondre aux éléments de chaque suite. Je trouve qu'elle donne, on va dire, elle dresse un squelette de guidance pour des personnes qui connaîtraient pas du tout le tarot. Et le point fort, ça va vraiment être les cartes qui sont faciles, je trouve, à lire de manière intuitive. Donc quand on commence le tarot, ça me semble assez précieux. Après, la sensibilité de chacun est différente et je pense que le plus important quand on débute dans le tarot, si c'est votre cas, c'est de matcher avec le jeu tout simplement. C'est d'avoir une sensibilité commune, partagée en fait, avec ce que racontent les cartes. Quand vous regardez les cartes, quand vous regardez le jeu, il faut que vous vous sentiez déjà instinctivement attiré dans un premier temps. Et ensuite que les cartes vous racontent quelque chose, qu'elles vous disent une histoire. Et vraiment, si vous avez ça, ça viendra tout seul. Moi, j'estime, après c'est mon point de vue personnel, hein, bien entendu, qu'il n'y a pas de bonne manière d'apprendre le tarot. Euh, Peut-être qu'Anatolian est justement un bon exemple de ça, dans la mesure où elle a appris le tarot dans un cadre de tradition orale, en fait, de transmission orale, avant de s'intéresser à une approche plus académique du tarot. Et, euh, et ça, elle a un univers extrêmement riche. Je pense qu'elle a parfaitement compris à la fois l'approche classique du Rider-Waite, mais aussi elle ajoute sa propre patte, sa propre sensibilité. On sent qu'il y a des choses très pragmatiques dans ses propositions d'interprétation. Et il y a aussi beaucoup de sensibilité et de poésie. C'est vraiment complet et c'est très intéressant pour ça. Alors peut-être certaines personnes vont être gênées par l'absence de couleurs, ce que je peux tout à fait comprendre. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, ça aurait peut-être été rédhibitoire. Et on va dire ma vision des choses s'élargissant au fur et à mesure que j'étais de plus en plus à l'aise avec le tarot, j'en suis venue à pratiquer des jeux noir et blanc, mais c'est vrai que d'un point de vue énergétique, la couleur est quand même intéressante. Elle va nous driver, elle va nous aider à faire les lectures, la couleur. Elle va nous donner des pistes, des ressentis. Elle a fait des jeux en couleur à Naturian, mais alors la plupart sont épuisés en fait. C'est quand même pas facile de trouver ces jeux. Même celui-ci, hein, il est pas si facile que ça à trouver. Donc, euh, donc voilà, je trouve que son dessin est mis en valeur par la sobriété du noir et blanc, mais ces jeux en couleur sont également magnifiques. Alors, autre chose intéressante à noter sur ce jeu, c'est particulier, propre à ce jeu, sur le 3 d'épée et le 10 d'épée, on a des cartes alternatives qui sont proposées, c'est-à-dire qu'on a une version classique. Donc ici, par exemple, une version classique du 3 d'épée. Cette idée de cœur brisé, de cœur souffrant, de cœur en peine. Et on a une version alternative. Donc la version alternative, elle est basée sur une lecture plutôt numérologique. C'est-à-dire qu'avec la suite des épées, on est sur le mental, les idées. Et avec le 3, on est sur une idée d'ouverture. Donc cette idée d'ouverture à la connaissance, d'assimiler en fait certaines connaissances, certains secrets, de processer certaines compréhensions. Je trouve ça assez intéressant. Moi personnellement, d'autant que la suite des épées, c'est une suite qui est quand même plutôt difficile, marquée plutôt par la souffrance, par un poids mental, il y a peu de cartes qui sont purement solaires ou positives dans la suite des épées. Enfin, je pense que c'est jamais le cas. Je pense que toutes les arcanes nous présentent deux facettes. Mais on va dire que proportionnellement, on peut avoir plus ou moins d'ombre ou de lumière dans chaque arcane. Et dans la suite des épées, bon, le 3 d'épée et le 10 d'épée, ça va être deux des cartes qui, dans les mineurs en tout cas, sont les plus
rattaché à de la souffrance, même si ça nous annonce pas forcément de la souffrance à venir, ça peut nous dire que ça se termine, mais bon, quand même. Ça donne une ouverture, en fait, ça aère notre esprit. Et donc là, on a un 10 d'épée classique. Donc ce personnage qui est à terre, qui est percé d'épée, qu'on trouve dans l'imagerie classique, même si la posture est légèrement différente habituellement. Donc l'idée de clore un cycle, de tourner le dos à la souffrance, en tout cas de terminer un cycle souffrant. Et là, on a la version alternative, donc avec le 10, qui est plutôt cette notion d'accomplissement intellectuel ou d'être arrivé au fait de sa compréhension en termes de sagesse, qui est très intéressante. Ça n'est pas totalement contradictoire d'ailleurs avec la version classique. Je trouve même que ça peut la poursuivre d'une certaine manière, c'est-à-dire que on a souffert et on a appris de cette souffrance en fait. Ça nous a aidé à grandir, à mûrir, à voir les choses avec clarté et avec un aspect aussi paisible. Ce personnage, il est paisible. Donc je trouve ça très intéressant, ces deux ajouts qu'elle a fait. Et la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est les cartes de cours. Parce que comme je le disais rapidement tout à l'heure, elles suivent une progression, elles racontent une histoire, ces cartes de cours. Donc je vais prendre la suite des épées comme exemple. Donc ici on a le page. Donc sur toutes les cartes de cours, on a cette notion de personne qui est dans l'ombre, avec un labyrinthe en arrière-plan. Et il y a cette petite lumière qui se promène. Donc avec le page, la lumière apparaît. C'est un peu cette idée d'avoir une compréhension, d'avoir une idée, d'avoir une piste qui apparaît, d'un espoir qui se matérialise. Ensuite, on a le cavalier. Donc comme toujours avec le cavalier, on va entrer en action, entrer en mouvement, et on va essayer d'atteindre ce but, cet objectif, de suivre cette clarté qui nous guide, et d'agir de manière fluide et directe. Le cavalier d'épée il est très direct, il est rapide, pour l'atteindre. Cette lumière, on l'imagine, elle peut très bien être assez légère, fuyante, imprévisible, d'où la célérité du cavalier d'épée. Et ensuite on a la reine et le roi. Je vais essayer de vous les placer pour que vous puissiez voir en même temps que je présente les deux autres. Donc la reine, elle a intégré cette petite lumière au pommeau de son épée. Elle s'en sert pour trancher, pour prendre des décisions, elle a vraiment intégré à son mode de fonctionnement. Et le roi l'a carrément intégré à son être, cette lumière. Elle est centrée en lui, elle éclaire son chemin en toutes circonstances. C'est totalement compris, assimilé et vécu, expérimenté. Donc super chouette, super idée. Vraiment, ça fonctionne très bien sur toutes les suites. Et ça amène quelque chose de précieux dans la compréhension des cartes de cours. Parce que cette idée de continuité, c'est quelque chose qui peut vraiment nous aider pendant les tirages. Savoir ce qui se passe avant et savoir ce qui se passe après quand on tire une carte, c'est vraiment précieux. Et comprendre le processus d'ensemble, c'est extrêmement précieux également. Dans quoi ça s'inscrit, cette énergie, cet événement, cette personne, dans quoi elle s'inscrit, dans quelle logique, quel processus, quel objectif elle souhaite atteindre. Là, avec les cartes de cours, c'est assez lisible, vraiment. Voilà, donc que dire de plus, c'est vraiment un super jeu. Voilà. Facile et agréable à utiliser et en même temps qui comporte beaucoup de profondeur. Je vous fais défiler un petit peu les cartes pour les montrer un peu plus.
du diable est assez intéressant. J'avoue que la carte du diable est souvent, m'intéresse souvent. Peut-être parce que je suis Capricorne. Euh, Là, on n'a pas vraiment un diable en puissance, hein. On a plutôt un diable qui s'est ligoté lui-même, qui est déconnecté de son cœur. Intéressant. J'aime bien quand les représentations proposées par les auteurs, les illustrateurs, sortent un petit peu de l'imagerie habituelle. Ça élargit notre vision de la carte. Alors le jugement a été renommé Awakening, le réveil, l'éveil. On a cette notion de renaissance avec cette femme qui quitte son ancienne peau, qui déploie ses ailes. C'est très beau. Enfin, je trouve que c'est une carte du jugement qui sort du jugement classique avec les trompettes. Ça nous sort d'un cadre de référence peut-être un peu enfermant parfois, avec des logiques systématiques ou des idées systématiques qui nous empêcheraient parfois de voir les subtilités que la lecture nous propose, que le tirage nous propose. Cet as de coupe, il est superbe dans sa dynamique là, impressionnant. Un 10 de pentacle qui est très intéressant, avec l'idée d'héritage familial. Tout est exprimé dans cette carte qui est pourtant très... quand même assez sobre. Elle n'est pas chargée cette carte. Mais l'essentiel est là, vraiment. Le monde est intéressant aussi. Avec ce 3 de coupe, je trouve que on a un peu l'impression que ça fait référence aux 3 visages de la déesse, la jeune fille, la mère et l'aîné. Bon, je vais essayer de pas trop traîner parce que j'aime beaucoup ce jeu. La force est très belle. J'aime les jeux qui proposent des illustrations qui ont beaucoup de force, de personnalité, notamment à travers des personnages qui ont des regards. Les amoureux, et elle est vraiment intéressante également. Elle explore un aspect des amoureux qui n'est pas forcément le plus courant, avec cette idée de pousser côte à côte sur le long terme, qui peut faire référence peut-être aussi à des vies passées, je trouve. C'est d'être enracinés l'un avec l'autre. La justice est superbe. Vraiment, c'est pareil, c'est sobre, mais c'est le sens de la carte, l'essence même de la carte crève les yeux en fait, vraiment. Et c'est très bien fait, on a cette balance qui se trouve dans l'œil du personnage. Très beau. Le 7 d'épée, intéressant. Cette notion de non encore révélé qui se cache. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt.